est 20h. Merci de rester fidèle au programme de la télévision Futur Média. Voici le journal. La bataille judiciaire contre l'État du Sénégal à l'origine du différend, un problème fiscal estimé à 42 milliards de francs CFA. La filiale australienne qui exploite le champ pétrolier et gazier de Sangomar proteste. Les assurances du Premier ministre Ousmane Sonko à l'encontre de la communauté guinéenne résidente au Sénégal. En visite officielle à Conakry, le chef du gouvernement avance que rien ne peut leur arriver au Sénégal. Et puis cette proposition de l'État du Sénégal de supprimer le concours de l'entrée en 6e reçoit l'onction de la majorité des syndicats d'enseignants qui estiment que les élèves en classe de CM2 doivent être évalués autrement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais dans le sommaire de cette édition, Woodside Energy, l'entreprise opératrice du champ pétrolier et gazier de Sangomar, qui a décidé de déposer une plainte contre l'État du Sénégal auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, CRCI-RDI. Selon l'agence Reuters, la plainte a été déposée le 30 mai 2025 à cette instance rattachée à la Banque mondiale. Le ministre du Pétrole et des Énergies figure comme partie défendresse donc du Sénégal. Les motifs précis de la plainte n'ont pas encore été rendus publics, mais cette plainte fait suite à un différend fiscal. En août 2024, Woodside avait déjà saisi la justice sénégalaise pour contester une évaluation fiscale jugée injustifiée plutôt par la filiale australienne sur 41 milliards de francs CFA, soit 68,68 millions de dollars. En visite officielle à Conakry, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a tenu un discours empreint de fraternité face à la presse. Aux côtés de son homologue guinéen, il a tenu en tout cas à rassurer les ressortissants guinéens établis au Sénégal face à la montée de discours nationalistes. Ils sont chez eux, a dit le Premier ministre, et il précise qu'ils continueront d'être chez eux. Nous l'écoutons. Madame, je peux vous dire que c'est des propos à ne pas prendre au sérieux. En tout cas, tant que nous serons au pouvoir. Je prie Dieu pour qu'on soit là 50 ans au moins. Mais vous me donnez l'occasion de revenir sur cela. Le Sénégal, comme la Guinée, comme toutes les terres africaines, sont des pays d'ouverture, des pays d'accueil. Chaque pays doit réglementer évidemment les entrées et les sorties sur son territoire national, ne serait-ce que pour des soucis de sécurité. Mais au-delà de ce contrôle minimal qui ne peut manquer, nos pays sont réputés être des traditions d'accueil. Et je suis aujourd'hui en Guinée. Je suis sûr que même vous, madame, si on remontait un peu loin vos origines, je ne serais pas surpris que de vos grands-parents aient quitté la Sierra Leone ou le Sénégal ou le Mali pour être ici en Guinée. Et c'est pourquoi il y a des idéologies que nous ne pouvons pas accepter. Elles sont intolérables. Nous ne pouvons pas accepter des idéologies xénophobes. Le Sénégal est un pays démocratique où la liberté d'expression est garantie, la liberté d'association également, mais ces libertés sont encadrées. Je peux rassurer que tous les Guinéens, vous connaissez déjà mes positions sur la question, que j'ai exprimées à toutes les occasions à l'Assemblée nationale lors de la campagne électorale. Je peux rassurer les Guinéens qui vivent au Sénégal qu'ils sont chez eux, ils continuent à être chez eux. Après la Guinée-Conakry, Ousmane Sonko s'est rendu en Sierra Leone, dernière étape de sa tournée qu'il a démarrée en Côte d'Ivoire. Les critères sur le choix du chef de l'opposition, point de désaccord entre les acteurs présents au dialogue politique. Selon Cheikh Abdou Mbaké, son parti Nekalfi Askanui et le Parti démocratique sénégalais refusent l'idée selon laquelle le candidat arrivé deuxième à la présidentielle soit choisi comme chef de l'opposition. Il estime d'ailleurs qu'il faudra attendre après
après la présidentielle de 2029 pour désigner ce chef de l'opposition. Mais pour le politologue Pape Amadou Fall, la question sur le statut du président, du chef de l'opposition plutôt, doit être réglée définitivement. Alassane Ba et Diafaraba. Le dialogue politique se poursuit avec les 3 commissions mises en place. Certains points ont déjà fait l'objet de consensus. Par contre, sur d'autres points, les acteurs politiques peinent toujours à s'accorder. C'est tout à fait normal, il ne peut pas y avoir de convergence de vues sur toutes les questions. Mais le plus important est qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il faudra diminuer les partis politiques. Et je suis heureux de voir que ma proposition sur le parrainage pour la création d'un parti politique a été retenue. Sur le choix du chef de l'opposition, le PDS et le parti Nekalfi Askanui refusent l'idée selon laquelle le candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle doit porter ce titre. Mais pour le politologue Pape Amadou Fall, cette question du statut de l'opposition doit être réglée définitivement. Avec le professeur Babacar Gueye, beaucoup de dispositions avaient été prises concernant le statut de l'opposition. Maintenant, que l'on veut renvoyer cela à l'Assemblée nationale du Sénégal, de toute façon, n'importe comment cela devra passer par là-bas, parce que je pense que c'est la meilleure des solutions compte tenu des enjeux qu'il y a tout autour. Le décret qui sera pris par le président de la République, donc, et on l'attend, il se fera, espérons-le, dans le cadre d'un consensus qui permettra au Sénégal de bien avancer, parce que depuis le temps qu'on parle de statut de l'opposition, il est véritablement temps de l'on y arrive. L'élection présidentielle précédente ne peut pas servir de baromètre pour désigner le chef de l'opposition. Une élection sans Ousmane Sonko, Karim Wade, Cheikh Abdou Mbacké et d'autres leaders politiques ne peut pas nous servir de référence. C'est pourquoi je préfère qu'on attende jusqu'en 2029. Ensuite, si la loi sur le statut et le chef de l'opposition est adoptée, elle ne peut pas rétroagir. C'est pourquoi je pense qu'il faut attendre jusqu'en 2029, c'est mieux. Et il nous faut également un chef de l'opposition exempt de tout reproche. Les travaux des différentes commissions doivent se terminer au plus tard le mercredi. Sur les points de désaccord, le chef de l'État devra arbitrer. La direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a tenu ce matin à Dakar la cérémonie de présentation de la plateforme digitale de paiement des dépenses publiques dénommée Sen Trésor. Le ministre des Finances et du Budget de revenir sur la solution de paiement digital, entre autres questions soulevées. Il est avec Alun Diagne. Le ministre des Finances et du Budget qui a présidé ce matin, je le disais, la cérémonie de présentation de la plateforme digitale de paiement des dépenses publiques dénommée Sen Trésor. Le ministre des Finances et du Budget est revenu également sur cette nouvelle solution de paiement, entre autres questions soulevées. Vous l'entendrez très certainement dans nos toutes prochaines éditions. Le CICES accueille du 13 au 15 juin le premier salon de l'orientation en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Plus de 20 000 élèves et étudiants sont attendus dans ce salon dont les installations sont en 80% presque finies. Une visite des lieux a permis de voir l'état d'avancement des travaux. Écoutons à ce sujet Justin Correa. Il est le directeur du CICES. Il est au micro de Fat Bintou Conté et de Mohamed Diagne. Ce sera un premier salon de cette nature-là, un salon d'orientation. Donc, ça sera une co-organisation avec le ministère pour aujourd'hui donner l'opportunité aux jeunes bacheliers, à ceux qui sont dans les établissements privés, de pouvoir aujourd'hui choisir en toute quiétude, en toute tranquillité des filières. Seront présents dans ce salon, en fait, on a convié les universités publiques, les ISEP, les écoles privées. Donc on va le faire, on va inviter également tous ceux qui sont dans le secteur. Donc on va inviter, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous ceux qui sont dans l'enseignement supérieur de venir ici dans ce salon-là pour pouvoir saisir les 400 stands au total qui sont quasi prêts, je veux dire à 80%. Donc c'est tout le Sénégal, c'est tous les établissements du Sénégal qui vont se retrouver ici en fait durant cette période-là.
Et puis, retour sur la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor qui a tenu ce matin à Dakar la cérémonie de présentation de la plateforme digitale de paiement des dépenses publiques dénommée Sen Trésor. Le ministre des Finances et du Budget de revenir également sur la solution de paiement digital, entre autres questions soulevées. Nous l'écoutons des propos recueillis par Habib Faye et Alioune Diagne. Janvier 2027, permettant ainsi de couvrir l'ensemble de la chaîne de gestion budgétaire et comptable de l'État. Sur un autre plan, le système intégré de gestion des comptes de dépôt, revu avec des fonctionnalités diverses et variées, devra permettre à la DGCPT d'assumer pleinement son rôle bancaire. Nous nourrissons à cet égard l'ambition de voir s'ériger la Banque du Trésor, levier d'une gestion active, dynamique et performante de la trésorerie de l'État. À ce titre, je vous invite, Monsieur le Directeur Général, à poursuivre avec détermination l'immense travail engagé pour faire de cette vision une réalité imminente. Bureau opérationnel de coordination et de suivi, j'ai choisi d'inscrire comme projet phare du ministère la digitalisation de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Dans le même sillage, au mois de décembre dernier, j'avais instruit tous les services impliqués à travailler activement au déploiement du module comptable du logiciel de gestion intégré SIGIF à compter du 1er janvier 2026. C'est dans cet esprit que la Direction générale de la comptabilité publique a initié le développement de cet outil en parfaite cohérence avec la nouvelle vision Sénégal 2050 et aligné sur les orientations stratégiques du New Deal technologique qui dessine les contours du Sénégal numérique à l'horizon 2000. Retour à l'éducation pour parler du concours de l'entrée en sixième qui doit être supprimé au Sénégal. En tout cas, c'est un souhait du gouvernement sénégalais qui enchante les enseignants car pour eux, le cycle fondamental ne doit pas être établi ou alors ne doit pas être bloqué par un concours. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dieng sont allés à la rencontre du secrétaire général du CELS pour discuter du sujet. On les suit. Le concours de rentrée en sixième fait partie des décisions prises par le gouvernement lors du conseil interministériel tenu ce vendredi. Une décision fortement saluée par les enseignants. Au regard de ce que l'on sait, des conditions dans lesquelles les élèves sont soumis à l'examen, qui sont souvent des conditions de stress permanent, qui ne permettent pas à l'enfant d'être libre, relax, et de pouvoir mettre en œuvre son véritable génie, sa véritable intelligence. Il s'y ajoute que c'est un premier examen où il fait face à des gens qu'il n'a jamais vus. Dans un contexte tellement serein que ce n'est pas évident que cet enfant-là puisse en tout cas donner ce qu'il a de lui-même. Nous estimons que cette idée est la bienvenue. C'est une excellente chose. Amélie Djidju du CELS estime d'ailleurs qu'une loi sénégalaise oblige le cycle fondamental à tout enfant. L'obliger à faire un concours à la fin du cycle, c'est l'empêcher d'évoluer. Il y a une loi qui fait obligation d'une obligation scolaire à la base. Le cycle fondamental est obligatoire à tout enfant sénégalais en âge d'aller à l'école. Et cette obligation, c'est pour 10 ans. À partir de ce moment-là, exiger un concours d'entrée en sixième et empêcher à beaucoup d'enfants d'avoir la chance d'aller à un niveau beaucoup plus supérieur, de développer leur talent et leur génie créateur, pour nous, était une aberration. Et pour mieux asseoir la pédagogie de la réussite, la session unique doit être de mise. De faire une session unique. Si vous constatez bien, le CFE, l'entrée en sixième, ce sont les examens qui sont les premiers examens que les élèves subissent. Mais après, c'est les derniers qui reçoivent le résultat. Ça pose problème. Les critères d'évaluation, selon le secrétaire général du CELS, doivent être revus aussi pour diminuer le taux d'échec assez élevé. À Saint-Louis, les acteurs ont réagi à cette question liée justement à la suppression de l'entrée en sixième. Je le disais tantôt, donc on veut de l'État du Sénégal. Nous allons d'ailleurs écouter ce reportage signé Ousseynou Diop.
À l'école Omar Sy Diagne de l'IEF de Saint-Louis commune, les enseignants donnent leur avis sur la suppression prochaine de l'entrée en 6e. Une proposition faite par le Premier ministre Ousmane Sonko. Hélène Ngom est enseignante dans cette école primaire. Elle a d'abord félicité les nouvelles autorités avant d'émettre des réserves. J'ai le CM2C. C'est une mesure qu'on salue, mais moi je vois quelques inconvénients parce que déjà le niveau des élèves est un peu faible. Si on supprime l'entrée en 6e, je pense qu'on va bien gérer le CFE parce que le CFE c'est un diplôme. Pour Souhaïda Fall, enseignante également dans cette école primaire, le certificat de fin d'études élémentaires est plus important que l'entrée en 6e. Selon elle, cette proposition faite par le Premier ministre sera une aubaine pour les candidats. Maintenant, le CFE, qui est vraiment un diplôme, vraiment, on doit tenir en compte de ça. Le CFE est plus important que l'entrée en 6e. Adam Awad est le directeur de l'école Omar Sy Diagne de Saint-Louis. Pour lui, l'entrée en 6e était un véritable fardeau pour les enfants. Nous avons entendu l'information du Premier ministre comme quoi l'entrée en 6e sera supprimée l'année prochaine. En tout cas, c'est une belle initiative, hein? Mais parce que aussi il y a beaucoup d'examens à l'école. L'entrée en 6e constitue un blocage pour les enfants. La suppression du concours de l'entrée en 6e est annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko. En attendant son application, les acteurs de l'éducation, eux, ont salué cette initiative. Ce dimanche, un drame s'est déroulé dans la forêt classée de Mbao, c'est à Dakar, où un jeune garçon d'une vingtaine d'années répondant au nom de Chersao a été retrouvé mort, pendu. Originaire de Medina Khel, un quartier situé à quelques mètres seulement de la forêt, la victime laisse derrière lui, ou alors derrière elle plutôt, une famille plongée dans une profonde tristesse. Face à ce drame, les proches du défunt expriment leur vive inquiétude quant à l'insécurité grandissante qui règne dans la zone. Aminata Ba et Ousmane Baldé. C'est une scène bouleversante à laquelle a assisté une mère inconsolable dès qu'elle a aperçu les habits de son fils abandonnés au sol. Chersao, un jeune homme d'une vingtaine d'années, était introuvable depuis ce samedi. Sa disparition s'est malheureusement terminée par une tragédie. Il a été retrouvé mort, pendu dans la forêt classée de Mbao. Il y avait des jeunes qui jouaient dans ce terrain, juste derrière moi. Donc ils ont vu une personne qui était pendue, donc ils ont crié au secours. Et les notables du quartier, la gendarmerie de Kermessar, la police scientifique, tous étaient là. On a identifié le corps. C'est un jeune du quartier. C'est une situation que nous déplorons très franchement. L'émotion est vive dans le quartier de Medina Khel à Kermessar Sud, situé à quelques mètres seulement de la forêt. Les habitants sont sous le choc et dénoncent une fois de plus l'insécurité persistante dans la zone. Cette forêt ne nous arrange pas trop. Il y a des agressions de jour et de nuit et il y a tant d'autres choses qui se passe ici. Germain Ndérivara lance un cri du cœur. Il interpelle les autorités sur le manque d'éclairage public aux abords de la forêt, un facteur aggravant selon lui. Il y a de l'insécurité totale au niveau de la forêt de Kermessar. Je lance un appel à l'État. Il est primordial qu'on prenne des mesures pour que la forêt là soit éclairée en fait. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Parce que le garage est là. La forêt est près, tout près. C'est grave ce qui se passe ici à la forêt de Kermessar. La brigade de gendarmerie de Kermessar a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès. Le corps, sans vie de Chersao, a été évacué au district sanitaire de Yumbela. L'alerte du général Meïssa Sélé Ndiaye sur la menace terroriste au Sénégal fait réagir Mohamedou Barrow. Il est le fondateur du réseau des journalistes en information religieuse. Il regrette par ailleurs les amalgames faits par l'ancien aide-de-camp du président Macky Sall. Nous allons d'ailleurs écouter des propos recueillis par Chervia. La sortie du général Meïssa Sélé Ndiaye est à mettre d'abord dans son contexte. C'est lors d'une cérémonie qu'il a eu à s'exprimer sur cette question. Je pense que la trame de son discours montre qu'il a voulu alerter et lancer un message de sensibilisation, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, son discours a posé beaucoup d'amalgames. Si nous nous référons déjà
à certains qualificatifs. Aujourd'hui, parler du terrorisme et faire l'amalgame de mettre dans le panier, dans la corbeille, la question de l'accoutrement, l'enseignement arabe, ou en tout cas l'enseignement religieux, et une personne de sa trempe aussi, un général, dont on dit qu'il est en retraite, qui n'est pas encore d'ailleurs en retraite totalement, parce qu'il est admis dans la 2e section, ça veut dire qu'il est aujourd'hui général sous réserve. Tout cela montre qu'il y a peut-être des questions stratégiques, on peut sensibiliser sans en revenir en public. C'est des questions très amalgamées, très controversées, qu'il a eu à soulever malheureusement, qui ne répond pas à sa dimension. Je pense aussi que ce qui a été constaté, c'est que c'est un général qui n'a pratiquement jamais eu à s'exprimer en public, qu'il venait de le faire, et sa communication quand même a posé des difficultés. Conflit entre les acteurs de la pêche artisanale et ceux de la pêche industrielle. La plateforme des acteurs des pêches artisanales du Sénégal demande à l'État de repousser la limite de la zone qui leur est réservée jusqu'à 12 000 miles. Mamadou Sarr, le tout nouveau secrétaire général de PAPAS, au micro de Ndeye Mati Dieng. Les acteurs de la pêche ont besoin d'avoir accès à des informations crédibles et régulières sur le secteur de la pêche. Cela est rendu difficile par le fait que le Sénégal n'a pas adhéré à aucun standard international de transparence et les efforts en cours en matière de partage d'informations avec les acteurs de la pêche semblent être irréguliers. À cet effet, nous rappelons que le ministre des Pêches avait publié en avril 2024 la liste des navires de pêche autorisés à opérer au Sénégal en 2023. Et cela a été salué par tous les acteurs. Cependant, la PAPAS a constaté que cette attitude positive n'a pas été poursuivie en 2024. Et aucune raison n'a été encore fournie aux acteurs. Ainsi, les effets combinés de la rareté de la ressource, des conflits entre les navires de pêche industriels et les pirogues de pêche artisanale et le déficit de transparence ne favorisent pas la relance durable de la pêche artisanale. Face à cette situation, la PAPAS utilisera tous ces moyens dont elle dispose pour que le gouvernement actuel respecte ses engagements concernant les mesures qu'il avait promis de mettre en œuvre pendant la dernière campagne électorale. Un engagement consistait à repousser la limite de la zone réservée à la pêche artisanale à 12 000 miles. Actuellement, on est à 6 000 depuis 1970. Donc, il est temps que nos gouvernants prennent les responsabilités en sachant qu'il n'y a plus de poissons dans les eaux sénégalaises. Nous restons toujours dans ce secteur de la pêche. Pour parler cette fois-ci de la pêche illicite plutôt, la direction de la protection et de la surveillance des pêches a mené une opération de contrôle à Bargny. Les autorités entendent ainsi mettre un coup d'arrêt à la capture et à la transformation d'espèces immatures, une pratique qui menace durablement les ressources halieutiques selon les acteurs. Écoutons à ce sujet Cheikh Fall, chef de la division de l'inspection du contrôle à la DPSP, direction de la protection et de la surveillance des pêches. Il est interrogé par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. L'objectif de la mission était de lutter contre la capture de juvéniles, la commercialisation, mais surtout la transformation, car tout ceci est interdit par la réglementation en vigueur. Alors, pour ce qui est des résultats, nous avons pu procéder à des saisies significatives. Alors, environ une grande quantité de produits immatures ont été saisis, des mesures conservatoires ont été prises, les contrevenants, c'est-à-dire les auteurs des infractions, feront l'objet de procédures et la loi sera correctement appliquée par rapport à ça. Je pense que c'est l'affaire de tous. Vous savez, protéger un juvénile, c'est protéger la part de demain. Protéger un juvénile, c'est en quelque sorte garantir les moyens nutritifs, les moyens de subsistance de demain sur le plan économique et même sur le plan nutritionnel. Alors les contrôles seront renforcés désormais. Alors et aussi parallèlement, notre objectif c'est pas seulement de réprimer,
Mais nous allons aussi sensibiliser les acteurs, car notre objectif, c'est de responsabiliser les acteurs au niveau de chaque maillon de la chaîne d'exploitation, du pêcheur à la femme transformatrice. On est à 5 jours de la fête de Tabaski et le constat sur le marché est que les prix du mouton sont chers. À Sédhiou, par exemple, les prix varient entre 100 000 et 400 000 francs CFA, ce qui semble hors de portée plutôt des pères de famille. Ceux-là qui vendent donc ces moutons expliquent cette cherté du fait du prix élevé du transport et de l'aliment de bétail. À Sédhiou, notre correspondant Bakary Konté et Khalid Rami. Nous sommes au forail de Sédhiou. Ce daral est très bien approvisionné. Par contre, pas beaucoup de clients. Les populations viennent et repartent aussitôt. Elles déplorent la cherté des moutons. Ce jeune homme a payé son mouton à 125 000. Je suis venu pour acheter le mouton ici, mais je l'ai acheté à 125 000 francs. Mais c'est un bon mouton là. Ouais, franchement, c'est un bon mouton. Malgré ils sont très chers, mais ce que je peux dire aux éleveurs, vraiment de diminuer le prix parce que maintenant c'est trop cher avec les gens qui n'ont pas eu la moyenne pour vraiment venir acheter le mouton qui est de haut niveau. C'est ça, ce sera difficile pour eux vraiment. À Sédhiou, les prix varient entre 100 000 et 400 000 francs CFA. Ces vendeurs venus de Canel expliquent cette situation par le prix très élevé du transport et de l'aliment de bétail. Je quitte le Fouta pour venir ici. Je suis venu pour vendre. Fouta, quel village? Canel. Je suis venu vendredi. Je suis venu ici. Mais depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas marché bien. J'ai trop fatigué aussi. Les clients là, je n'ai pas sorti d'abord. Le transport là, j'ai trop. Le camion là, j'ai venu 400 000. J'ai venu 450 jusqu'à 500 000. C'est comme ça. C'est serré. Hein? Et puis depuis venir, je n'ai pas marché. Hein? Chaque jour, le départ là, c'est beaucoup. Hein? Chaque les 4. Chaque les choses, ngogne, rakal, dak c'est 2, rakal chose là, c'est 4 aussi, c'est beaucoup. Hein. Je suis là depuis le vendredi soir, à minuit. À minuit, j'ai venu ici à minuit. J'ai amené 90 moutons environ, 125 jusqu'à 140, 180, 150. Pour l'instant, on ne voit pas de clients. C'est malheureux quoi. À 5 jours seulement de la fête de la Tabaski, beaucoup de pères de famille n'ont pas toujours trouvé de moutons. Ils demandent aux vendeurs de casser les prix. Le dernier virage à présent de ce journal, c'est les sports et nous parlons football avec donc cette Coupe d'Afrique des Nations réservée aux dames qui se profile à l'horizon. C'est au Maroc, le Sénégal en fait partie. Le Sénégal donc qui a perdu sur cette, qui a perdu son titre d'ailleurs de champion de la zone UFOA A. C'était lors d'un tournoi qui s'est déroulé donc en Mauritanie en présence de Sodakam pour la journaliste sportive, l'émergence des jeunes Lions. Le bon contenu des matchs peuvent apporter des garanties au staff technique de l'équipe nationale féminine du Sénégal en vue justement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Cher Sadibou Diarra. C'est la grosse sensation du week-end. L'équipe nationale féminine du Sénégal n'est plus championne de l'UFOA Zone A. Elle a perdu 1-0 la finale du tournoi 2025 devant la Sierra Leone. Un résultat surprenant, mais rien d'alarmant. Et n'oubliez pas aussi également que ce n'est pas toute la sélection sénégalaise, en tout cas des joueuses qu'on avait l'habitude de voir qui se sont déplacées à Nouakchott, parce que pour ce tournoi, si vous regardez bien, il y a des joueuses U17, il y a également des joueuses U20, même si on a certaines cadres là-dedans, mais tout ceci, je pense que c'est en quelque sorte une stratégie pour le staff technique de bien se préparer avant de rallier Maroc. Avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, l'équipe nationale féminine s'est offerte des bonnes bases de travail en vue de la CAN 2024 au Maroc du 5 au 26 juillet prochain. Du début jusqu'à la fin, on a vu une équipe sénégalaise très engagée, très déterminée, donc on a vu du bon jeu également. Et je pense même que le sélectionneur ainsi que le staff doivent être satisfaits de ce que les joueuses ont produit sur le terrain. Sans doute, le sélectionneur a tiré donc des enseignements et également
voir les joueuses qui seront donc très aptes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller peut-être défendre les couleurs du Sénégal. Une bonne campagne au Maroc qui va passer par le retour en forme des cadres. Si l'on a toute la sélection, toutes les joueuses donc aptes, je pense que le Sénégal pourra faire une très bonne campagne au Maroc. Les cadres sans doute qui viendront renforcer également cette sélection. Je pense que s'ils parviennent à régler quelques petits soucis, je pense que le Sénégal pourra bien représenter la zone. Il faudra davantage se préparer. La préparation, le maître mot dans la tanière des Lions du Sénégal, qui sont logés dans le groupe A de la CAN 2024, en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Zambie et du Maroc. Cher Sadibou Diarra, merci. Merci à vous également d'avoir suivi le journal qui est à présent terminé. On se donne rendez-vous très prochainement sur la télévision Futur Média. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Ciao.